Déjà, merci à vous d'être présents pour ce second épisode de webinaire Agnenit, orienté sur une thématique d'injection de pièces plastiques chargées en fibres courtes. Tristan Jobert, qui a proposé le sujet, avait participé à la première session sur l'impression 3D et il est venu avec ce sujet car travaillant dans la société Domo Chemicals, ça fait partie de son domaine d'expertise. Aussi présente avec nous Elodie Segnobos, qui fait aussi partie de la société Domo, qui nous présentera le thème d'aujourd'hui. Pour ma part, je me présente très rapidement, Raphaël Beau, je suis de la 50e promotion. Je travaille au sud de Toulouse dans une PME qui s'appelle Noval, mais je suis ici plus pour mon rôle d'équipe communication de l'Agnenit. Elodie, Tristan, je vais vous laisser vous présenter rapidement. Commençons par Elodie, par exemple. Bonjour à tous, merci Raphaël. D'abord, merci pour l'invitation. Elodie Segnobos, moi je travaille chez Domo depuis une quinzaine d'années. J'ai un parcours, moi je suis une formation chimiste avec une thèse en mécanique des matières plastiques, donc sur des pièces injectées chargées en fibres courtes. Et voilà, j'ai fait quelques années de développement produit autour de la formulation des polyamides, puis différents rôles de chef de projet et de responsable laboratoire. Et aujourd'hui, je suis en charge d'une équipe pluridisciplinaire qui fait à la fois du calcul, des essais sur pièces pour nos clients et de la mécanique avancée dans le but de construire des modèles de prédiction de comportement qui vont après être partagés avec nos clients. Merci Tristan, Elodie. je te laisse poursuivre. Je vais essayer de faire aussi bien que toi. Je m'appelle Tristan Jobert, donc je suis ingénieur ENI de la 30e promotion, diplômé en 2005. Après un séjour assez long en Allemagne, je rejoins Domo il y a un peu plus de 10 ans maintenant, d'abord en R&D et puis depuis 3 ans en business development. On n'est pas nombreux, donc je pense que s'il y a des questions, à la limite, autant ouvrir les micros et poser des questions directes et pas attendre la fin, quoi. Autant profiter du nombre. Je propose qu'on démarre sur la présentation pour essayer de tenir le timing. Bien sûr. Du coup, je vais vous laisser prendre la main. Ouais. Super. On démarre. Donc aujourd'hui, on va vous faire une présentation sur les pièces injectées chargées fibres courtes. Et en fait, étant donné qu'on est une école de méca, on s'est dit avec Elodie, on va plutôt parler simulation numérique et comportement anisotropique du polyamide chargé fibre de verre. Avant ça, donc c'est quoi l'agenda aujourd'hui? On va quand même présenter Domo rapidement pour vous dire qu'est-ce qu'on fait. Ensuite, on va plonger vraiment directement dans le sujet. Et Elodie va vous expliquer quelle est la démarche et pourquoi c'est important d'avoir de la simulation anisotropique. Et on finira par un case study pour voir les avantages apportés par ces solutions. Alors, Domo, je suis pas sûr que les gens connaissent bien autour de la table. Je veux dire que avant de faire partie de cette entreprise, moi-même, je ne la connaissais pas. Donc, Domo, c'est un groupe chimique d'environ 2500 à 3000 personnes qui est présent globalement. Et le cœur de métier, alors on a deux cœurs de métier qui sont de faire des intermédiaires de la chimie et des granulés de matière plastique, ce qu'on appelle aussi des compounds à base de polyamide 6 et 6,6. Donc de la pyramide des plastiques, il y a toute une variété de plastiques. Nous, on est vraiment spécialisé dans le polyamide 6 et le polyamide 6,6. Grosso modo, les granulés, ça va ressembler plutôt en noir à ce que vous voyez sur la photo qui est en haut à gauche dans le bocal, ça va ressembler à des caches. Aujourd'hui, on est présent donc globalement. On a une offre qui est basée sur du recyclage qui permet aussi d'avoir une approche à empreinte CO2 relativement faible. Et on a un portfolio qui est disponible de manière mondialement et qui va suivre les mégatrends. Aujourd'hui, c'est quoi les grands segments de marché sur lesquels on se positionne? Grosso modo, c'est l'automobile, les biens de consommation et l'électrique et l'électronique. Donc moi, je suis plutôt sur l'automobile, mais je vais quand même essayer de vous donner 2-3 exemples sur les deux autres segments où nous sommes actifs. Donc électrique, c'est quoi?
Là, on va parler à des acteurs de type Schneider, Legrand, ABB, Aguerre, qui vont être présents sur tout ce qui est contacteur électrique, où il va falloir des matières plastiques assez spécifiques avec des propriétés de retard au feu. Et aujourd'hui, le polyamide 6,6, c'est un très bon compromis entre la capacité d'additiver pour avoir ce retard au feu et son coût. Il y a des plastiques bien plus chers qui ont ces propriétés de manière intrinsèque. Nous, on est obligé de rajouter quelque chose, mais au final, l'équilibre performance-gain économique est donné. Qu'est-ce que c'est le retard au feu? Pour ceux qui ont fait le gala de Léni, c'est tout ce qu'on met sur les papiers peints pour pas qu'ils prennent feu au moment du gala. Alors après, produits industriels et biens de consommation, c'est un marché qui est extrêmement vaste. J'ai quelques exemples aujourd'hui. Ça peut être des choses qui vont être chez Ikea, ça peut être des compteurs d'eau, ça peut être des armatures de chaises. Donc, on va trouver toute une variété de produits, de couleurs, de propriétés avec faible exposition des composés organovolatiles, des choses comme ça. Et dans l'automobile, là, on va être sur de la pièce sous capot moteur principalement, de la pièce structurelle ou de la pièce en contact avec des fluides ou avec de la chaleur. Et là, on va dire que c'est à peu près 2/3 de notre chiffre d'affaires. Donc, si on regarde un petit peu à quoi... Ouais, merci. J'accélère un petit peu. Donc voilà, donc qu'est-ce que c'est le polyamide? C'est un thermoplastique semi-cristallin qui est extrêmement facile à transformer. C'est des performances mécaniques en termes de fatigue, mais aussi en termes de performance mécanique, donc de contrainte à rupture, par exemple. C'est une stabilité thermique qui va généralement de moins 40 jusqu'à 180, voire 220 degrés quand on travaille un peu la formulation. C'est beaucoup de résistance chimique. Alors, dans l'automobile, c'est principalement les glycols, les reliquats acides, les huiles. Et demain, dans l'industrie, dans la mobilité électrique, ça va être le battery immersion cooling, des choses comme ça, où également le polyamide va pouvoir se positionner de manière extrêmement intéressante. C'est un produit qui est global, parce qu'aujourd'hui, c'est hyper important. On travaille beaucoup avec les OEM, et si on n'est pas capable de fournir à Shanghai, à Munich et à Washington, ou à Détroit plutôt, ça ne marche pas. Voilà, je pense qu'on est à la fin de ma partie et on va pouvoir rentrer dans la partie un peu plus technique. Ah non, on avait les pièces, j'avais oublié ce slide. Donc là, on vous cite quelques exemples de pièces, on va dire sous capot moteur, où on va avoir des besoins en termes de calcul. Ça peut être le couvre-culasse, qui est aujourd'hui, c'est 80% du marché qui est dominé par le polyamide. L'autre partie, ça reste de l'alu. Des bacs à huile. Engine Monde en bas à gauche, donc support moteur, c'est une belle réussite parce que c'était une pièce qui était en métal. Donc là, on a apporté de l'allègement en ayant un polyamide fortement chargé fibre de verre. Au-dessus, on a le EGR Cooler où on a une caractérisation de circulation glycol, donc assez, ça exprime un peu la résistance chimique. En bas à droite, on a le Timing Chain Tensionneur où là, on va avoir des produits qui vont faciliter, qui vont limiter les frottements. Donc, on a travaillé en tribologie. Et après, on a de la structure, donc assise de siège ou pédale de frein et d'accélération ou de changement de vitesse. Et encore les mécanismes d'ouverture de porte qui sont aussi des pièces mécaniques où on va aller chercher de la résistance. Donc, c'est vraiment un monde hyper vaste. Et là encore, on fait qu'un point que sur l'automobile. Et donc, on espère vous inspirer sur d'autres applications. Voilà. Merci Tristan pour l'intro. Du coup, je vais prendre la suite moi et je vais vous parler d'abord de notre base de données. Matériaux. Alors, en fait, en tant que fournisseur de matière, on a, en gros, il faut imaginer deux bases de données. La première, c'est la base de données assez standard où on va fournir des données qui vont être sur des tests ISO pour pouvoir aider nos clients à comparer des matières entre elles. Ça va être issu des laboratoires d'évaluation matériaux et qui vont fournir toutes ces sortes de data.
qui vont être des données intrinsèques matière. Maintenant, pour aider nos clients, on a un deuxième volet de base de données matériaux, qui est une base de données de modèles, de comportements, pour aider nos clients à prédire le test, le comportement sur la pièce finie. Et c'est de ça dont il va s'agir. Et je vais vous expliquer finalement en quoi c'est différent et comment nous, en tant que chimistes, on peut être différenciants sur le marché en amenant cette compétence de prédiction du comportement mécanique des pièces et en allant au plus proche du métier de nos clients qui vont être beaucoup plus, eux, liés à la méca. Donc, l'équipe R&D dans laquelle je fais partie, c'est une équipe qui est pluridisciplinaire puisqu'il y a dedans des experts matériaux qui vont être en charge donc, de mesurer le comportement des matières, mais pas sur des tests normalisés, sur des essais qui vont être très spécifiques pour pouvoir développer nos modèles. J'y reviendrai. On a également des experts en design qui vont être capables de prendre une pièce typiquement avec une géométrie métal et pouvoir proposer une géométrie alternative adaptée à l'injection. De manière aussi à pouvoir extraire le meilleur de nos pièces qui sont, comme on l'expliquait, des pièces polyamides mais renforcées de fibres de verre, donc avec finalement une dépendance au flux d'injection en termes d'orientation du renfort et ça, c'est quelque chose qui va également avoir un gros impact, bien sûr, sur la performance de la pièce. Et c'est la raison pour laquelle on a développé donc, cette grosse base de données de calcul qui nous permet soit de faire des études pour nos clients, soit de fournir les modèles de comportement à nos clients qui sont équipés pour faire de la simulation prédictive. Et c'est ce qu'on appelle MMI. On a développé cette technologie et on lui a donné un nom. Je vous expliquerai aussi juste après ce que ça signifie. On a également des compétences en termes de prototypage fonctionnel. On fait peu de prototypes visuels parce que les prototypes visuels, il y a d'autres concurrents qui proposent des solutions additive manufacturing sur la base de matières qui sont faciles à mettre en œuvre et qui sont beaucoup plus facile à trouver sur le marché. Nous, on va développer une capacité à faire du prototypage fonctionnel en PA6 pour être sur la même matière que nos pièces injectées. Et on a également un gros labo de tests sur pièces qui va permettre de tester toutes les sortes de pièces fournies par nos clients, résistance à l'air, résistance au glycol, aux huiles, en pression pulsée, en vieillissement long, au sel de déneigement, etc. Et donc ça, c'est un laboratoire aujourd'hui qui travaille au plus proche des équipes calcul. En fait, faut imaginer que chez nous, à Lyon, c'est le même service et que les personnes vont pouvoir interagir entre elles pour à la fois challenger les modèles et puis aussi faire des essais de corrélation et ces calculs et puis donc avoir cette approche de validation et cette double approche R&D, je dirais, et service aux clients. Donc MMI, je vous ai dit, donc c'est le nom de notre techno simulation et ça veut dire Mechanical Simulation, Multiscale Modeling and Injection Modeling. Et ce que ça signifie, c'est qu'on a vraiment une approche intégrative qui démarre de l'étape du procédé et qu'on va être capable donc de représenter ces différentes étapes du calcul de manière à pouvoir représenter à la fois donc, le procédé, la microstructure, pour avoir une prédiction élément fini, simulation méca qui va être bien représentative de la réalité. Donc on travaille en partenariat avec une entreprise qui s'appelle Hexagone, qui a racheté Digimat. Historiquement, ça fait une quinzaine d'années qu'on travaille avec Extreme, qui a développé le logiciel Digimat. Eux, leur rôle, c'est de pouvoir avoir un logiciel qui permette d'accueillir nos lois de comportement de manière à faire cette simulation prédictive. Et nous, on va être en charge de fournir les comportements complexes nécessaires avec une très très bonne qualité de données modèles et des paramètres qui vont permettre encore une fois, de tenir compte du comportement complexe du polyamide, qui est à la fois du coup une matière anisotrope par le renfort fibre et aussi dépendant de tout un tas de paramètres que sont la température,
la vitesse, l'humidité. Et justement, c'est quelque chose que je voudrais approfondir avec ce slide. Donc, ici, vous pouvez voir un exemple de technical datasheet, donc avec un ensemble de tests ISO normalisés qu'on va fournir à nos clients, comme je vous le disais, vraiment pour justement s'affranchir de la géométrie. On prend une géométrie qui permet d'orienter toutes les fibres de verre dans la même direction, et la mesure, qu'elle soit effectuée dans un labo ou un autre, on aura du coup tout ce bénéfice de pouvoir s'affranchir de la géométrie. On peut faire du calcul à partir de ça. Ça permet d'avoir un premier niveau de réponse. Selon nous, en tant que fournisseur matière, c'est relativement limité très vite, parce que en fait, la manière dont on peut faire du calcul à partir de ça, c'est qu'on va prendre un coefficient de conservation, parce que là, ça représente la matière avec les fibres dans la direction la plus avantageuse pour la matière, puisque ça va être dans le sens de la charge, et qu'en réalité, bien sûr, si la fibre est orientée différemment, on va perdre en propriété. Donc, certains clients développent un savoir-faire plutôt très bon, parce qu'ils connaissent très bien leurs pièces et leur géométrie, et leurs coefficients conservateurs sont plutôt bons. Maintenant, nous, notre but, c'est de pouvoir aider tous nos clients dans tous les domaines, et donc notre approche, elle est assez différente. La manière dont on travaille, c'est que, au contraire de pouvoir avoir cette approche, je dirais, de manière à prendre un coefficient de sécurité sur une courbe ISO 527, donc sur ces échantillons normalisés injectés, on va pouvoir tenir compte de l'orientation des fibres de verre en moulant une plaque avec des paramètres qui vont permettre de bien gérer les flux et découper. Il faut imaginer que toutes les fibres de verre sont dans cette direction d'orientation, et découper avec orientation 0, 45 ou 90 pour pouvoir avoir des modèles qui permettent de tenir compte de ces différentes orientations. Ça, c'est une première chose. Ça permet déjà d'aller un peu plus loin et de passer d'une simulation isotrope avec coefficient de conservation à une simulation anisotrope. Nous, on va encore plus loin, parce qu'en fait, je vous disais, le polyamide, c'est assez complexe en termes de comportement. Ça va être dépendant déjà d'un premier facteur qui est la température. C'est très connu, quand tout polymère a sa température de transition vitreuse, et donc à froid, ça va être cassant, et rigide, et à une température plus élevée, ça va être plus ductile avec un module inférieur. Bon, dans le cas du polyamide, c'est des effets qui sont vraiment très très importants, et il est nécessaire, par exemple, d'avoir dans notre base de données tous les 5 degrés, on a une nouvelle loi. De la même façon, on a une dépendance à la vitesse, donc plus on va solliciter la matière rapidement, plus elle va apparaître rigide et cassante. Donc selon les types de chargement qui vont être appliqués à la pièce, on peut avoir une première approche assez simpliste dans le domaine élastique, avec une loi de comportement élastique, avec une raideur et une contre-interrupture. Maintenant, dès qu'on va avoir des dépendances en vitesse, on va avoir besoin de lois de comportement viscoélastiques qui permettent de rendre compte de la dépendance en vitesse de la rigidité de la matière. Sur des typologies de sollicitation où on va aller plus loin en déformation, des lois élastiques et viscoélastiques ne suffisent plus, et on est obligé de tenir compte de la plasticité de la matière et du non-retour à l'état d'origine de la matière pour tenir compte de l'endommagement. Et c'est pour ça qu'on a donc sous cette famille de lois de comportement dans notre base de données. Qu'est-ce que ça... Voilà. Et donc tout ça, rappelons-le, pour différentes orientations des fibres. Donc ça fait beaucoup de mesures, et ça fait beaucoup de données. Maintenant, on a développé des méthodes pour aller plus vite dans l'acquisition. En tout cas, aujourd'hui, avec ces 15 années de passer à développer ces lois de comportement, ça signifie qu'on a 34 000 fichiers. 34 000 parce qu'on est capable du coup de représenter les 2 types de matrices que l'on a aujourd'hui, et il y en a même plus parce qu'on a parlé de PA6 et C6, mais on a également des matrices un petit peu adaptées, type biosourcé, type encore plus, avec un point de fusion encore plus décalé vers les hautes températures. On peut représenter la matière de moins 40 degrés à 160 degrés pour le PA6 et jusqu'à 230 degrés pour les matières les plus résistantes en température. Des taux d'humidité allant de 0 à 100% et des taux de verre variés. Et ce pour les différents types de comportements dont je vous ai parlé.
donc avec de l'élastoplastique et de l'élastique pour pouvoir rendre compte de chargement statique en étant capable de prédire la rupture, ce qui est pas si simple. Des lois de comportement également, élastoplastiques dépendantes de la vitesse pour retenir compte de l'impact et du crash, et depuis peu du creep aussi, donc du fluage. La capacité à avoir des lois de comportement viscoélastique pour tenir compte, pour pouvoir rendre compte du comportement vibratoire de la matière. Ce sera le cas qu'on développera juste après. De la fatigue, de la dilatation thermique et du retrait pendant le moulage qui se produit avec la variation de la température lors du refroidissement, et les effets de la présence d'humidité ou de glycol pour les cas d'application sous capot moteur. Donc, on est plutôt très content de pouvoir dire qu'on a autant de fichiers parce que ça permet déjà à chaque client de prendre le fichier qui représente le mieux la matière et d'avoir une très belle qualité de prédiction. Comment est-ce qu'on fait pour avoir tous ces fichiers? Donc, notre processus en fait, de développement, c'est qu'on commence par faire des mesures assez spécifiques, donc à différentes vitesses de sollicitation. On fait des mesures en traction, cisaillement et en compression dans les différentes conditions que je vous expliquais. Puis, on a une méthode interne pour pouvoir extraire de ces mesures qui sont donc sur spécimen en force et fibre, extraire les paramètres matrices. Donc, on va pouvoir soustraire la contribution de la fibre en connaissance du tenseur d'orientation de la fibre de verre et de la distribution de la taille des fibres de verre. Parce que ce qu'on va rentrer dans nos logiciels de prédiction, ça va être justement ces paramètres matrices en présence de fibres, mais non pas les propriétés du composite. Et on utilise également le machine learning parce que vous pouvez imaginer que voilà, avec toutes ces mesures, on a beaucoup à retraiter derrière. Et on a depuis quelques années utilisé le machine learning de manière à pouvoir aller beaucoup plus vite dans notre processus d'identification des paramètres matrices, notamment pour la prédiction de la rupture. Je vais faire un focus sur cette première étape de mesure MECA. Donc, on est un labo de chimie, mais on a aussi des beaux équipements de mesure MECA. Avec de la vidéo traction, par exemple, on va pouvoir avoir des mesures très précises des déformations sur la tranche et sur l'épaisseur du spécimen. Grâce à cette corrélation d'image aussi, on peut avoir les champs de déformation et les champs thermiques sur la face de l'éprouvette. On a de la traction simple, de la compression et du cisaillement. On a aussi une traction haute vitesse pour aller faire des acquisitions pour les modèles représentant le crash. On a utilisé également ces extensos vidéo pour pouvoir faire donc, de la contrainte vraie et déformation vraie. Et piloter en déformation constante, en vitesse de déformation constante, parce que vu les taux de déformation qu'on a sur nos matériaux, on ne peut pas se baser sur une déformation traverse pour avoir une bonne mesure de la déformation. On est vraiment obligé d'aller démesurer des déformations locales pour être représentatif. Donc, je vous parlais du fait que nous, ce qu'on est chargé de faire, c'est d'extraire des paramètres de loi de comportement, mais qui représentent la matrice, parce qu'après, il y a des logiciels de prédiction de l'orientation des fibres de verre qui vont pouvoir être utilisés pour aller représenter la fibre de verre, mais nous, on veut la contribution de la matrice. Donc, pour pouvoir faire ce reverse engineering, on va aller chercher le tenseur d'orientation de la fibre de verre et on va aux grands instruments, au synchrotron de Grenoble, pour pouvoir aller connaître justement cette orientation des fibres de verre dans l'épaisseur. Donc, il faut imaginer que c'est vraiment comme un composite multicouche. Au proche des parois, on va avoir une orientation qui va avoir tendance à se mettre dans le sens du flux et par contre, à cœur de l'éprouvette, on va avoir une orientation plutôt diffuse transverse. Ça, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir soustraire au composite pour pouvoir aller chercher les paramètres matriciels. Donc, c'est de la microtomographie de très haute résolution. Alors, ce qu'il faut aussi se représenter, c'est
l'approche un peu traditionnelle pour aller chercher ces lois de comportement, c'est d'aller prendre chaque point, une température, un taux d'humidité, une vitesse, et puis d'aller mesurer la matière sous différentes orientations des fibres de verre et de créer un modèle. Donc, si on fait ça, ça nous prend un temps fou. Donc, nous, on a une approche plutôt type plan d'expérience qu'on appelle aussi métamodèle, ce qui nous permet d'éviter de se prendre des années et des années et des années de mesure. Parce qu'il faut imaginer qu'un calcul absurde pour aller, par exemple, tenir compte de la matière sous toutes les températures, humidité et de vitesse qu'on va pouvoir avoir dans notre base de données, ça prendrait 250 ans pour l'ensemble des cartes matières qu'on a. Évidemment, on ne fait pas ça. On pourrait être beaucoup plus simpliste sur la manière de mesurer, mais on n'a pas envie parce qu'on va perdre en qualité. Donc, on a plutôt une approche, comme je vous disais, de plan d'expérience pour ne pas tout mesurer et fitter avec la physique des matériaux. Et donc, on va garder ces types de mesures que vous avez vus précédemment. Et par contre, on va pouvoir utiliser cette approche liée au comportement physique de la matière pour pouvoir extrapoler sur les points qu'on aura choisi de ne pas mesurer, de manière à se gagner du temps de mesure. Ça nous prend quand même, sur un fichier classique, l'ordre de grandeur, c'est quand même 6 mois pour une nouvelle famille de matériaux. Voilà, donc après, on a dû travailler beaucoup, nous, tout ce qui était traçabilité et robustesse de la mesure, au-delà du post-process dont je vous parle avec cette extrapolation métamodèle, parce que cette donnée-là, on en génère beaucoup, et la capacité à bien la consolider, c'est très précieux. Donc, on a notamment aussi dans les équipes des personnes qui sont spécialistes du développement numérique et vont nous permettre de gagner du temps et d'avoir cette bonne gestion de la base de données de calcul. J'ai une représentation visuelle à vous proposer pour vous imaginer un peu, finalement, toutes les étapes pour aller jusqu'au partage de la base de données auprès d'un client. Donc, on commence par une toute partie expérimentale avec des données liées à la matrice, au renfort fibre, à la microstructure, à la mise en œuvre. On va préparer les échantillons dans les différentes conditions souhaitées. On va faire les essais. Puis après, on va avoir une étape de reverse engineering où là, on va traduire ces mesures finalement en jumeaux digital, en digital twin, dans le jargon ICMI, où on va se représenter donc, la matière sous son format virtuel et développer les modèles. Et enfin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir pousser ces lois de comportement dans le logiciel dont je vous parlais, qui s'appelle Digimat. Et après, on a plusieurs façons d'utiliser, mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va partager ces fichiers avec nos clients sous format encrypté, parce que c'est des données qui sont précieuses et qu'on souhaite ne pas voir copier, et sur demande dans des cadres de partenariat projet avec nos clients. Voilà pour le workflow pour la partie base de données. Donc, comme je vous le disais en introduction, on a deux façons de travailler avec les clients. Soit on a des demandes de clients équipés de ces logiciels de calcul, soit on prend en charge, nous, le calcul pour les aider. Et on est, je dirais, dans ce cas-là, sous un rôle de recommandation d'utilisation de notre matière dans les meilleures conditions, avec une recommandation sur la meilleure manière d'injecter et la meilleure manière de travailler la géométrie pour tirer le meilleur profit de nos matières. Alors, pour poursuivre, je voudrais partir d'un cas. Donc, c'est un cas d'étude qu'on a développé en interne. Il a l'avantage, du coup, de ne pas être dépendant d'une géométrie client qui est assurément confidentielle. Et donc, je vais vous présenter l'approche qu'on a quand on travaille avec un client, de manière à ce que vous puissiez voir la façon dont on travaille. Donc, ce cas-là, c'est un cas de remplacement métal pour le cas d'un véhicule électrique.
C'est un cas qui se présente très souvent parce qu'il y a des questions évidentes d'allègement des véhicules pour les véhicules électriques. Et puis, il y a des avantages à utiliser les matières plastiques pour des questions de facilité de procédé, d'intégration de fonctions. Et puis, dans l'électrique, les polymères sont connus pour avoir un bon comportement vibratoire, ce qui va permettre de pouvoir limiter le bruit, donc l'inconfort du conducteur et des passagers. C'est une assez grosse pièce. Les dimensions sont là, 70 par 40 cm, un poids de près de 6 kg, pour lequel le cahier des charges est de pouvoir avoir une résistance PK en statique et en dynamique, une bonne résistance en fatigue, et le point sur lequel je vais développer aujourd'hui, un bon comportement vibratoire. Alors, pour commencer, on peut déjà comparer nos matières avec le benchmark qui ici est de l'alu. Donc, vous pouvez constater que l'alu, c'est 60 fois plus dense qu'un polyamide 6,6 renforcé de 60% de fibres de verre, donc PA6,6 glass fiber 60%. Et l'aluminium va avoir l'avantage d'être 4 fois plus rigide. En termes de contrainte à rupture, on est similaire. Et l'avantage du polyamide, c'est son amortissement qui est 100 fois supérieur, donc avec cet avantage vibratoire. Donc finalement, l'enjeu pour nous, ça va être de tirer avantage de ce comportement, de cet amortissement, et puis d'aller compenser le delta en rigidité. Donc pour ça, on va avoir besoin de lois de comportement spécifiques vibratoires. La manière dont on travaille, donc comme je vous le disais, c'est qu'on va pouvoir partir déjà de l'expérimental, notamment pour le vibratoire, des calculs, des mesures viscoélastiques. Donc la base, c'est des mesures de DMA, Dynamic Mechanical Analysis, donc flexion 3 points, fréquence variable. On va pouvoir balayer en fréquence de 0,1 à 20 Hz et on va utiliser une approche courbe maîtresse pour pouvoir élargir au cas d'usage qui va être dans les lois de comportement qu'on va vouloir développer entre 0,1 et 1000 Hz. Donc on a des méthodes internes pour recaler en abscisse et en ordonnée pour reconstruire cette courbe maîtresse, et ça va être la base de notre loi de comportement viscoélastique avec une très bonne discrétisation en termes de vitesse pour pouvoir être spécifiquement adapté au calcul vibratoire. Donc l'étape suivante, ça va être dans notre portefeuille de choisir la matière la plus adaptée, on a notamment une matière qui est particulièrement rigide, donc on va aller s'orienter vers ça puisque ça va être le point à compenser. Donc c'est une matière qui s'appelle Technimax, qui est basée sur une technologie de fibre de verre spécifique, innovante, qui permet du coup d'aller chercher ce gain en rigidité. On peut atteindre jusqu'à 22 GPa, ce qui est pas mal du tout pour une matière plastique. Alors, on reçoit cette géométrie en aluminium. Notre enjeu, c'est de pouvoir proposer une géométrie adaptée à l'injection et à notre matière. Donc, comme je vous le disais, on a des experts en design qui vont s'atteler à cette tâche. Et voici un premier jet d'une proposition d'une nouvelle géométrie. Donc, vous voyez, évidemment, bien nervurée. Et la comparaison sur ce premier jet, c'est qu'on va pouvoir gagner 40% sur la masse de la pièce. Puis, alors, il y a un premier enjeu qui est spécifique au métier de nos clients, qui va être d'aller faire ce premier niveau de prédiction sur la partie procédé. Donc, on est capable d'aller recommander des points d'injection pour pouvoir avoir des lignes de recollement de front de matière qui vont être bien placées, des températures, des vitesses d'injection, de manière à pouvoir avoir un procédé qui se passe le mieux possible pour la performance de la pièce et également dans certains cas pour des raisons aussi d'esthétique et d'aspect de surface. Donc, on va jouer sur ces paramètres d'injection-là. Et on va pouvoir, excusez-moi, je suis passée un peu vite, on va pouvoir amener à nos clients, en plus de cette géométrie, cette première proposition de géométrie, un jeu de paramètres d'injection qui vont pouvoir aller avec pour pouvoir être dans les meilleures conditions de transformation. Une fois cette étape passée, donc on va aussi pouvoir, sur la partie calcul, réaliser cette première étape de prédiction du comportement au moulage. Et ce qui va être clé pour la suite de la prédiction du comportement mécanique, ça va être d'extraire
l'orientation des fibres de verre. Donc, il y a des logiciels qui sont très bien faits pour faire ça. Nous, on est équipés de Molflow et de Moldex 3D qui vont pouvoir, voilà, vous pouvez voir sur cette représentation colorée à droite, en fonction des couleurs, on a vraiment l'orientation de la fibre de verre et en tout point, on va pouvoir aller la chercher pour pouvoir être sur le bon niveau de prédiction. Et nous, ce qu'on va pouvoir superposer à ça, et c'est là l'enjeu d'être différenciant en tant que fournisseur de matière, et bien c'est qu'en tout point, au-delà de cette simulation, l'avantage d'être déjà anisotrope, s'adapter à l'orientation de la fibre de verre en tout point, ben nous, on va pouvoir rajouter en tout point le bon modèle qui va représenter la matrice en fonction à nouveau de la température, de la vitesse, du taux d'humidité, etc., qui peut être différent en tout point et qui peut être différent selon chaque cas client. Qu'une fois qu'on a tout ça, on va pouvoir démarrer les calculs méca. Là, c'est un premier jet aussi sur la partie mode de résonance et sur ces fréquences de résonance, vous pouvez voir, on peut comparer le produit qu'on avait sélectionné, donc le Technil Max chargé 60% de fibre de verre avec l'aluminium. Donc ce premier mode de résonance, il apparaît plus bas, clairement, que l'aluminium, 135 Hz pour l'alu, on est à 64 pour notre matière. Donc on est en dessous, ce qui signifie qu'on a un effet lié à la rigidité sur la pièce finie. Maintenant, ce qu'on peut quand même dire, c'est qu'on était parti avec une matière qui était 4 fois moins rigide et que sur cet exemple-là, la pièce, elle est 2 fois moins rigide. Donc on a déjà commencé à réduire la différence entre une pièce métallique et une pièce polymère. Il faudrait aller plus loin. Typiquement, ça veut dire que pour nous, il faut qu'on continue à travailler la géométrie et qu'on pense à éventuellement des alternatives de type hybride. Alors, la deuxième, l'étape d'après, une fois qu'on a commencé par repérer les premiers modes de résonance, ça va être d'aller faire un calcul lié à l'amplitude des fréquences de résonance. Et donc, c'est la réponse harmonique en inertance. Donc, vous avez dans ce graphique représenté l'inertance en fonction de la fréquence. Et la première représentation que vous voyez là, c'est pour l'aluminium. Donc pour l'aluminium, en fait, on a fait ce calcul, on a pris la géométrie métallique qu'on avait reçue, et puis on met un amortissement constant, ce qui est pas très faux, parce que c'est une matière qui est quand même beaucoup moins dépendante à la vitesse qu'un polymère. Donc on prend un damping à 0,01%, et puis on l'applique sur chacune des fréquences. Donc on a cette première approche qui est plutôt proche de la réalité. Dans le cas de notre plastique, moi je voudrais là vous montrer par étapes l'intérêt d'utiliser des lois de comportement bien prédictives liées à notre technologie MMI. Donc je vais commencer par une approche plutôt très simpliste aussi sur la partie polymère pour vous montrer ce qu'on peut obtenir sans loi de comportement spécifique. Donc là c'est un calcul par exemple qu'on fait sur un polyamide 6,6 renforcé de fibre de verre, mais on se dit qu'on n'a pas de loi de comportement. Donc, on prend un amortissement constant de 1%, ce qui est typique pour ce type de matière. On le prend identique donc, pour toutes les fréquences. Et on se met dans le cas d'un calcul isotrope. On considère également qu'on n'a pas la capacité à aller chercher spécifiquement cette orientation fibre de verre. Donc, voilà, on se prend ce premier exemple pour aller comparer déjà avec l'aluminium en première ordre de grandeur. Donc on peut voir qu'on retrouve cet effet donc de rigidité qui est quand même encore inférieur pour notre pièce en plastique, mais qui se défend. Et puis, donc voilà, pour les valeurs, on est à 135 pour l'aluminium et à 75 pour le plastique. Maintenant, allons chercher un peu plus loin en gardant par exemple cette référence en plastique, mais on a en cherché un résultat d'un calcul anisotrope. Dans ce cas-là, si on part d'isotrope, si on switch d'isotrope à anisotrope, on va pouvoir constater qu'on est bien plus prédictif parce qu'on va pouvoir avoir plus de finesse sur la prédiction du premier mode qui passe de 75 à 46 Hz. Donc là, il y a déjà un premier intérêt à faire de la simulation intégrative en étant capable d'aller chercher cette orientation des fibres. Et maintenant, là où nous,
on essaye encore d'aller plus loin en tant que fournisseur de matière pour ces questions de prédiction méca. C'est qu'on va aller chercher une loi de comportement viscoélastique, donc qui va pouvoir adapter notamment le module en tout point du niveau de fréquence, puisque ça va être adapté à la vitesse. Et là, ce qui est intéressant de constater, c'est que ça va être sur l'intensité des pics qu'on va avoir un effet important parce qu'on va pouvoir aller chercher le bon amortissement à chaque fois. Donc, on va pouvoir nous démontrer un avantage encore supplémentaire à l'utilisation de nos matières plastiques en remplacement du métal. Donc, je suis arrivée au bout des calculs que je voulais vous montrer en termes de simulation. En termes de conclusion, ce que je voudrais souligner, c'est que nous, on est des chimistes, mais on va assez loin dans le métier mécanique de nos clients. C'est vraiment le but d'aller faire ce pont, de pouvoir capter un cahier des charges applicatif complexe et de pouvoir proposer des solutions qui vont au-delà de la fourniture de la matière, mais qui vont être du service ou directement par des études que l'on fait ou par des data qui vont être assez complexes pour que nos clients soient soutenus dans leur développement. Dans un cas comme celui-là, on a une approche vraiment pas à pas qui part du procédé et qui va jusqu'à la pièce finale. On est capable de proposer des solutions pour l'allègement et généralement, on a quand même plusieurs boucles d'optimisation où on pourra aller chercher le meilleur compromis coût-performance avec nos clients qui restent évidemment les décideurs et qui peuvent utiliser nos recommandations pour aller chercher la meilleure performance sur leurs pièces avec nos matériaux. Voilà, donc je voudrais peut-être terminer sur ce dernier slide pour laisser à Tristan peut-être l'opportunité d'élargir sur l'utilisation de ces services avancés chez les clients. Et après, on sera disponible pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Elodie. Au top, comme d'habitude. Je suis vraiment super content. Et voilà, l'idée, c'était un peu de vous inspirer. Moi, j'ai vu pas mal de gens qui étaient dans l'aéro aussi. Là, c'est un segment où on n'est pas présent. L'idée étant de vous dire, il y a des solutions thermoplastiques avec un équilibre, on va dire, technico-économique plutôt intéressant et que vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul et nous, on est suffisamment solide pour prendre une part de risque dans vos développements, je vais dire, disruptifs ou innovatifs. Et l'approche MMI et la simulation anisotropique en fait partie. Et on a il y a encore d'autres, je dirais, services, que ce soit en termes de support technique ou en termes d'essais sur pièce, qui sont là pour que globalement, on ait une relation win-win et qu'on ait un succès commun pour vos applications de demain. Voilà. Je vous remercie encore pour votre participation. Et si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Merci beaucoup à tous les deux, très intéressant. Vraiment. Est-ce que parmi les participants déjà sur le Zoom, est-ce que quelqu'un aurait une question à poser? Je vous invite à rallumer votre micro, normalement ils ne sont pas bloqués, si c'est le cas. Ah, je vois qu'il y a Michael qui pose une question. Ah non, c'est bon, c'est dans la discussion. Bon, mais oui. Juste pour remercier pour la qualité de la présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vrai que c'était vraiment très clair et très complet. Moi, j'ai une petite question sur la partie plus technique et plus injection. Donc, si j'ai bien compris, en fonction de la couche sur laquelle, la profondeur dans la pièce dans laquelle on se trouve, on ne va pas avoir les mêmes fibres plus courtes en surface, fibres un peu plus allongées et un peu moins orientées à cœur, c'est bien ça? On va avoir la distribution de la taille des fibres qui va être toujours la même. Mais par contre, c'est l'orientation qui va être différente. D'accord, ah oui, c'était parce qu'elles étaient plus vues en coupe sur le. C'est parce qu'elles sont vues en coupe qu'il y a cet effet visuel. D'accord. Et du coup, est-ce que ça, c'est un paramètre sur lequel on va avoir la main? C'est-à-dire qu'une fois qu'on connaît l'orientation avec les modèles derrière, on va savoir qu'à tel endroit,
par exemple, à tel endroit, on se rend compte que l'orientation ne colle pas. Est-ce que on va avoir la main là-dessus avec les points d'injection, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on maîtrise moins et c'est plus sur la géométrie de la pièce qu'on va jouer pour modifier ça? Il y a déjà pas mal de latitude sur la partie choix des points d'injection. Notamment, il y a une problématique récurrente qui est la ligne de recollement de front de matière. Quand deux fronts se rencontrent, on a une zone diffuse. Pareil, ça, on a pas mal de stratégies pour pouvoir éviter que ce soit dans des zones à chargement. Donc ça, c'est un premier point. Et on a eu des cas notamment d'oil filter module où on a beaucoup travaillé avec le client, le choix des points d'injection. Et il y avait des effets très importants notamment la contre-interrupture de la pièce finale. Après, on a une liberté qui va être limitée par, je dirais, le volume pièce. Les épaisseurs, elles sont pas des choses sur lesquelles on peut varier énormément, un peu mais pas beaucoup, parce que matière plastique injectée, on est toujours sur à peu près des épaisseurs qui vont être très standardisées, qui permettent aussi d'avoir une bonne performance. Mais oui, on a quand même pas mal de latitude là-dessus. D'accord. Tristan, tu veux compléter? T'en as dit beaucoup. Voilà. Sur l'orientation, sur les points d'injection, il faut aussi penser des moulages. Voilà, si je peux rajouter ça. Et effectivement, il faut imaginer que la matière fondue au moment de l'injection, tu es sur des thématiques de mécanique des fluides avec dans ce matière plastique fondue, ces fibres qui sont vraiment courtes. Hein, on parle de. J'ai plus les ordres de grandeur, microns. mais c'est. 250, Voilà. La moyenne, c'est 250 microns typiquement, ou 250-300 microns. Peut-être, alors, si je peux faire une petite parenthèse après, je vous reparlerai plus particulièrement de ce point-là si ça intéresse, notamment pour faire le parallèle avec le composite. D'accord. Je te laisse finir. Ouais, voilà, tout à fait. Donc, c'est vraiment un élément, on va dire, unidimensionnel, puisque c'est 250 microns d'un côté et le diamètre, ça doit être quoi, les 10 microns, voire moins. Ouais, je dis sûrement 10. Une bêtise. Et 10, je suis content. Et bon. Donc, cette petite aiguille, là, elle va se balader dans le flux de matière et puis elle va s'orienter donc différemment en fonction de si tu es à cœur ou si tu es en pot. Voilà, et si on passait sur des fibres un peu plus longues, ça serait. Enfin, comment dire, est-ce que les modèles sont limités justement à partir d'une certaine longueur de fibre, ou c'est le comportement qui va être strictement différent, ou c'est juste une nouvelle campagne pour une nouvelle famille de matériaux? Est-ce que la technique s'adapte pour des fibres plus longues, ou il n'y a peut-être pas d'intérêt de fibres plus longues justement Non, dans une certaine mesure. Dans une certaine mesure, ça sera valide de toute façon. Nous, on ne cherche pas à faire beaucoup varier cette longueur-là. Sur la fibre de verre qu'on achète, c'est des fibres de verre qui font, à l'origine, elles font 4 mm de long. Et c'est des petits fagots parce que c'est beaucoup plus facile pour nous à alimenter dans une trémie d'alimentation d'extrudeuse. Donc ça évite que ce soit tout dispersé, volatile, etc. Donc ça a une bonne coulabilité. Et ça va très facilement se disperser dans le polyamide, dans la partie production du compound. C'est une extrudeuse bivis co-rotative qui vient bien disperser, distribuer les fibres de verre et qui vient les casser. Il y a eu beaucoup de travail, je pense que ça a moins 30-40 ans, cet historique-là, pour définir quel est finalement le taux de malaxage qu'on va donner dans notre étape de fabrication pour avoir une distribution de taille de fibre qui est optimale. Et en fait, 250-300 microns, la longueur qu'on obtient à la fin, suite au casse de ces fibres, c'est l'optimal pour avoir un bon compromis module choc. Si on veut un bon compromis rigidité choc, c'est ça. Donc, si on va, ce qu'on gagne d'un côté, on va le perdre ailleurs. Donc, finalement, on est toujours bien content d'aller à peu près chercher ces distributions de taille-là. Et c'est quelque chose qui est, je dirais, plutôt bien rodé aujourd'hui dans l'industrie des plastiques injectés, renforcés fibres de verre courte. D'accord. Mais effectivement, si je peux rajouter un point, on va retrouver des long glass fibers
sur certains produits. Après, nous, clairement, on ne commercialise pas de produits long glass fiber pour différentes raisons. Il faut savoir que ça augmente vachement la viscosité, donc c'est plus compliqué à injecter, etc. Donc, nous, dans la famille de mots, on ne va pas trouver de modèle pour nos matériaux concurrents parce que on ne va pas travailler pour la concurrence, quoi. Voilà. Après, ce Mais, que tu dis, c'est clairement, oui, les important. langues. Ouais. Pardon. Raphaël, ce que tu dis, c'est important parce que comme nous, on part d'éprouvettes coupées dans des plaques. Et on mesure très, très précisément cette distribution de taille-là parce qu'il faut qu'on soustrait donc, la contribution des fibres. Et là, pour le coup, entre une campagne et une autre, s'il y avait un 250 une fois et un 275 la fois d'après, il faut qu'on le connaisse parce qu'on va extraire des paramètres matrices, il faut qu'on sache exactement comment était la fibre de verre. Là, ça aurait un impact. Très bien. Est-ce que parmi les participants, quelqu'un aurait une question à poser? Ah, oui. Ouais, vous m'entendez ou pas? Oui. Ah, il y en a une. Ouais. En fait, donc, si j'ai bien compris, du coup, on va orienter les fibres dans la pièce en fonction du besoin qu'on a. On est bien d'accord? Les fibres vont être orientées différemment. C'est ça? On n'a Oui, pas une maîtrise de l'orientation. Choisir les points d'injection pour, de manière intelligente, être dans une situation avantageuse. D'accord. Mais Parce que on justement, subit aussi, ce que disait Tristan, on subit l'aspect écoulement, quoi. Ouais, ok, d'accord. Parce que je me demandais justement comment vous maîtrisiez cette orientation, quoi. Je comprends. Non, Elle va être liée c'est par une exemple, à des thématique. Oui. températures, à des vitesses et à des points d'injection. Mais on n'a pas du tout la même maîtrise que, par exemple, en composite où on ne va pas être sur les mêmes technos. Ok, d'accord, je comprends. Ouais, c'est une partie design et tu peux en procéder, tu peux pas trop travailler, tu peux faire de l'injection séquentielle, mais ça va pas. Il faut vraiment dès le départ et c'est vraiment clé pour nous, tu vois, d'être proche de nos clients parce que s'ils veulent partir dans un projet de design plastique à partir du métal, par exemple, il faut vraiment prendre le sujet dès le début pour savoir où est-ce qu'on va avoir besoin d'aller chercher de la résistance mécanique dans la pièce pour pouvoir intelligemment orienter les points d'injection en prenant en compte les contraintes de démoulage et de design de moule. Donc c'est vraiment important dès le début de regarder la simulation anisotropique ou à minima l'orientation des fibres de verre via Molflow parce que si on arrive en phase industrielle, là c'est trop tard, tu n'as plus le temps de faire des changements qu'on a besoin et le résultat ça va être le plastique ça marche pas. Mais c'est une grosse contrainte, ouais, clairement. Il y a une question sur le chat Ouais, sur, justement, je vois sur les. qui donc, Alors je la nous, on lis a pour les respecté. personnes qui sont peut-être sur le live Facebook et qui n'ont pas le chat Zoom. Donc Mathieu qui demande si vous avez un avis, une question un peu hors scope effectivement, mais néanmoins intéressante, si vous avez un avis sur le retour à la normale concernant la rupture d'APRO actuelle DPA. Effectivement, une problématique Je un peu laisse, commune à tous. je laisse le Business Development Manager répondre. Il y a des fois, pour certaines questions, c'est vrai que j'ai pas trop de soutien de la R&D. Alors, la situation elle est compliquée, clairement. Il y a un déséquilibre offre-demande très très fort. Une offre qui est un peu réduite, effectivement, avec des forces majeures un peu partout. Il y a une force majeure sur la fibre de verre. Donc nous on est en force majeure sur la fibre de verre. On n'est pas en force majeure sur les résines. Qui sont liés à différents facteurs, des problèmes de transport depuis l'Asie, la reprise des fourneaux post-Covid, le fait qu'on roule moins à cause des lockdowns, donc il y a moins de by-product des raffineries. Aujourd'hui, il y a une grosse tension marché. Clairement, moi j'ai pas de boule de cristal, donc c'est difficile de dire quand est-ce que la tension va descendre, que les prix vont redescendre. C'est pas un secret que les prix ont monté très très fort ces derniers temps. Donc les derniers indicateurs Teknon pour la Chine montraient un tassement au mois de le Teknon qui est sorti fin mai montrait un tassement pour la Chine. Est-ce que ça veut dire qu'on est arrivé effectivement en haut du pic? Je peux pas. Tu comprendras, Mathieu, que je peux pas m'engager et te dire franchement, en septembre, ce sera nickel. Tu auras tout ce que tu as commandé.
Après, côté Domo, nous, on a réussi on a livré tous nos clients. On a planté personne. Je sais que même un très grand acteur de Chemical Company, je crois, a planté des très gros acteurs de l'auto. Nous, c'est pas le cas. Après, voilà, chacun a ses contraintes, chacun a ses problèmes. C'est une situation qui est très dure pour nos clients, qui est pas simple pour nous non plus à gérer. Voilà. On pense que Q3 sera plus simple que Q2, mais c'est de l'ordre de la croyance. Bon, mais en tout J'espère. cas, merci quand même pour l'analyse sur une question qui était quand même pas simple. Ah, mais tout le monde la pose, elle est légitime cette question. Elle est C'est quelque légitime, chose complètement. c'est une problématique qui, en plus, là, sur ce dernier mois, j'ai l'impression, enfin, en tout cas, de mon point de vue, on a observé vraiment un accroissement des difficultés à ce niveau-là, surtout sur ces 2 derniers mois. Mais- Bon, très bien. Attends un instant. Mathieu, tu m'appelles si tu veux en savoir plus. Moi, on peut en parler si tu veux. D'accord? Et du coup, est-ce qu'une autre personne aurait une question? On a fait le tour. Bon, très bien. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup pour la présentation qui était très intéressante et bien ficelée, bien complète aussi. Concernant le webinaire, je vous invite à donner aussi votre avis sur la formule, sur les types de sujets abordés. Vous recevrez automatiquement un petit questionnaire. Si vous avez quelques minutes pour répondre, ça sera super. Nous, ça nous permet, côté Anienit, de trouver d'autres sujets, comme ça a été le cas pour celui-là, puisque c'était la suite du premier webinaire que Tristan nous a contacté avec ce sujet-là, mais aussi d'adapter la formule, que ce soit le créneau, la longueur, la technicité, voilà. Donc, je vous remercie par avance pour ça. Et encore une fois, merci à Elodie et à Tristan pour cette présentation. Je vous souhaite une bonne après-midi. Si vous voulez revisionner le webinaire, il sera ces prochains jours sur notre page YouTube en intégralité, si vous voulez revoir le début si vous l'avez manqué ou revoir un passage en particulier. Bon après-midi et à Merci très encore. bientôt. Merci encore pour l'organisation, pour l'invitation. Avec grand plaisir. À chaque fois, on a des super retours et on est très content de pouvoir faire vivre ce format de vidéo. C'était un plaisir pour nous. Merci beaucoup. Ouais. Bon après-midi. Merci. Au revoir. Merci Raphaël pour Merci. l'opportunité. À Quel bientôt. plaisir. Au revoir.